Les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, observent depuis vendredi une trêve de 2 semaines. Ce qui était un vœu des États-Unis d'Amérique s'est concrétisé après la chute de la localité de Kanyabayonga. Le pays de Joe Biden a mis ses dispositifs spatiaux pour faire respecter cette trêve qui se veut plus humanitaire. Que se cache-t-il derrière ce besoin humanitaire? N'est-ce pas un temps qui serait accordé à l'ennemi pour se réorganiser? Cette trêve est-elle une aubaine ou un piège pour les forces armées de la République démocratique du Congo? Voilà 3 jours que les bruits de bottes ont laissé place à un semblant de calme. Depuis vendredi dernier, les FARDC et les RDF, avec leurs supplétifs du M23, observent une trêve sur le terrain. Selon les États-Unis d'Amérique qui l'ont annoncé un jour avant, la démarche a visé à faciliter le retour de déplacés dans leurs milieux respectifs, mais surtout l'accès des humanitaires dans les sites de déplacés. À ce jour, 3 millions de personnes sont déplacées internes. Une centaine de milliers de déplacés sont concentrés autour de la localité de Kanyabayonga depuis l'intensification de combats fin juin. Après plusieurs pressions exercées pendant plusieurs semaines, la localité de Kanyabayonga va tomber. Une chute qui ouvrirait, selon Jeune Afrique, la route du Grand Nord tout en se rapprochant peu à peu les zones où opèrent les ADF. À ce jour, ces terroristes occupent 4 territoires dont 87 villages et cités, une situation dénoncée par le mouvement citoyen Lucha, qui recommande une pensée pour la population qui enfuit ces agglomérations. La réaction du commandant suprême des FARDC n'a pas tardé. Aussitôt informé, Félix Tshisekedi a convoqué le Conseil supérieur de la défense pour réorganiser l'offensive des FARDC. Plusieurs mesures ont été proposées au chef de l'État par les autorités pour répondre le plus vite possible les différentes zones occupées par les rebelles du M23. Après près de 3 heures des discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. Cependant, les démarches entreprises par les FARDC pour récupérer ces zones se voient interrompues par la trêve demandée par le pays de l'oncle Sam. Pour plusieurs observateurs, cette initiative serait défavorable aux forces loyalistes et permettra à l'ennemi de s'organiser pour conquérir des nouvelles zones. Les FARDC affichent les tactiques de combat très décriées qui se caractérisent sur terrain par l'observance de cessez-le-feu unilatéral, car elle n'attend qu'à être attaquée pour répondre. Et si par malheur l'ennemi prenait de l'ascendance sur l'armée loyaliste, cette dernière n'a d'autre alternative que d'appliquer les replis stratégiques définitifs de longs kilomètres. Une aubaine également pour le dirigeant rwandais de mieux tenir sa réélection, prévue en ce mois de juillet 2024. Les élus de la province du Nord qui vont entrepris des démarches auprès du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur pour que la situation soit prise bras le corps par des nouvelles autorités. Notre pays est agressé par le Rwanda. Nous avons été plus explicites par rapport à la situation des localités qui sont tombées entre les mains de l'armée rwandaise. Nous avons fait des propositions par rapport à cette situation, comment on peut récupérer les localités que nous avons perdues. Et nous avons demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'amener toutes nos propositions auprès du président de la République que nous pourrons également rencontrer incessamment. Sur le terrain, c'est le statu quo à Kasségué,
où les terroristes veulent quitter la route nationale et dévier pour Mbingi afin d'atteindre Lubero. La RDC continue à subir des pressions pour résoudre le problème par voie diplomatique. Les États-Unis soutiennent le processus de Luanda et les efforts du gouvernement angolais pour remédier à cette crise qui perdure, voilà plus de 3 décennies. La société civile de la province du Nord Kivu propose de pistes de solutions pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, nous recommandons au chef de l'État et commandant suprême de FARDC de remettre urgemment tous les commandements des opérations militaires à la 34e région militaire, comme ce fit en 2013 quand le FARDC avait défait militairement les M23 RDF. D'ordonner l'ouverture des combats généralisés sur toutes les lignes de front et mettre fin au cessez-le-feu unilatéral de FARDC. De déployer le militaire bien formé et bien équipé pour sécuriser les frontières de la RDC avec le Rwanda. Des orientations claires sont recommandées pour lever une option définitive, pour mettre un terme à cette guerre qui a longtemps duré. Monsieur Christian Moleka, trêve humanitaire aubaine ou piège pour la RDC? Tout dépend de nous, tout dépend de comment nous allons saisir cette opportunité. En fait, la trêve, elle est officiellement humanitaire, mais politiquement, elle sert à préparer une solution politique, à tout du moins à réchauffer les initiatives politiques qui sont sous la table. On a vu déjà aujourd'hui les consultations à Zanzibar menées par la Tanzanie et le Sud-Soudan. Il y a le ministre des Affaires étrangères de l'Angola qui est passé ici pour réchauffer également la piste de Luanda. On sent également la volonté de l'EAC de relancer le processus dans Nairobi. Donc la trêve sert à ramener vers une solution politique. Kinshasa, pendant très longtemps, semblait privilégier l'option militaire. Et donc les défaites de Kanyabayonga, peut-être, va infléchir la position de Kinshasa et nous ramener vers la table de négociation. Mais tout dépend de notre façon à nous, diplomatiquement, de jouer pour transformer cette trêve en possibilité d'inscrire un agenda qui nous soit favorable, alors que militairement, on n'est pas dans une bonne passe. Mais également de savoir que nous sommes face à un adversaire qui a toujours privilégié le talking and shoot, c'est-à-dire que autant il parle, autant il avance. Et donc la trêve ne doit pas être pour nous un moment de sommeil, mais un moment de réorganisation temporelle d'ailleurs de troupes, pour que dans l'hypothèse où les 2 semaines écoulées ne permettront pas d'avoir une issue diplomatique favorable, de garder une posture militaire qui nous permette de négocier en position de force plutôt que d'aller tout le temps négocier en position de faiblesse. Vous avez dit que la RDC, disons, l'option diplomatique ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, la RDC a vraiment travaillé sur cette option, mais on a vu les résultats jusque-là, rien n'avance. Est-ce que vous pensez qu'on doit toujours continuer dans cette option? Mais l'option diplomatique ne doit pas être abandonnée. Le problème, c'est que la diplomatie ne fonctionne pas seule. C'est un outil accompagné d'autres outils. L'option diplomatique doit être accompagnée de l'outil militaire, parce que la diplomatie est la continuité du rapport de force sur le terrain. Et si nous allons diplomatiquement négocier, alors que sur le terrain, nous ne sommes pas en position de maintenir un équilibre des forces militaires... Parce qu'il faut le dire, Kanyabayonga, c'est un verrou que ça ne marchera pas. Aucune rébellion n'a... Mais également un volet économique, parce que derrière, il y a des mesures économiques à prendre, mais même un volet de lobbying, parce qu'au-delà de la diplomatie institutionnelle, il y a des vrais enjeux économiques dont les acteurs majeurs ne sont pas étatiques. Et donc il faut savoir combiner à la fois le politique, la diplomatique, l'économique et les militaires, et pas privilégier une seule option. Le chef de l'État a mis en place une sorte de task force dont la première réunion a eu lieu il y a 2 jours. Est-ce que vous pensez que c'est une belle option pour revigorer l'aspect militaire? Tout dépend de ce que l'on met dans le concept de task force, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place, que ce soit au niveau du task force, que ce soit au niveau du Conseil supérieur de la défense élargie, que ce soit au niveau de la région militaire, que ce soit au niveau de l'état de siège et du commandement de l'état de siège qui est mis en place, que ce soit au niveau des RAD. Il y a énormément de multiplicité des concepts qui parfois participent à complexifier. Tout dépend de la clarté qu'on met dans les concepts et de l'efficacité recherchée. Je crois qu'aujourd'hui, les pays ont besoin de plus de clarté dans le commandement, plus de clarté dans la proximité du commandement notamment, et tout marchera si on privilégie cette clarté-là. Plus on va multiplier les initiatives en termes de pôles et décisions, plus on va complexifier également l'équation. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan d'abord diplomatique
Et comme vous l'avez dit, la diplomatie, c'est le bras des forces sur terrain. Concrètement, qu'est-ce que le pays doit faire sur le plan, d'abord diplomatique et sur le plan militaire? Nous avions réussi à mettre un peu de la pression sur le Rwanda avec le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Nous avons réussi à avoir l'accord de Luanda qui donnait un cadre qui nous était favorable. Nous avons réussi tout récemment à pousser l'Union européenne à bloquer les fonds alloués au Rwanda dans le cadre de l'affaire des opérations militaires à Delgado en Mozambique. Et donc il y a des possibilités de continuer à travailler, à maintenir la pression diplomatique, mais ça doit être un effort concerté qui dépasse une diplomatie, je dirais, personnelle, qui s'inscrivent dans une démarche organisée de tout notre corps diplomatique à l'international, mais qui dépasse également la diplomatie institutionnelle, à savoir les États, et aller plus loin. En 2013, par exemple, il y a une diplomatie civile qui s'est mise en place avec l'Église, la société civile, et qui a permis de conduire aux sanctions vis-à-vis du Rwanda. Il y a des moyens de faire du lobbying. On a vu, par exemple, en Grande-Bretagne, le changement de pouvoir qui s'est mis en place. Est-ce que le Congo travaille à aller vers une dynamique de lobbying qui touche les intérêts britanniques, notamment avec l'arrivée des travaillistes qui vont remettre en question quelques accords rwandais? On a vu les rapprochements entre le Rwanda avec l'Algérie, puis avec la Pologne. Comment nous travaillons à toucher ces questions à la fois militaires et économiques? Il y a des questions de fond à aborder d'un point de vue diplomatique. Après, d'un point de vue militaire, clarifions le commandement, clarifions la stratégie militaire sur le terrain, redonnons le commandement aux régions militaires de manière assez forte. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de remettre en question toutes les multiplicités d'initiatives qu'on met sur le terrain et permettre à ce qu'on ait une clarté dans la chaîne du commandement? Sur le plan politique, mais il faut plus de cohésion. On sent une opinion intérieure qui de plus en plus lâche les acteurs politiques. Mais comment on renforce la cohésion à l'intérieur, notamment vis-à-vis des acteurs politiques à l'intérieur? Pourquoi, avant d'aller dialoguer vers l'extérieur, on ne tourne pas vers une démarche intérieure? Je l'ai dit à quelques jours à l'écart d'un forum, nous avons la faiblesse, nous, d'être une démocratie à l'intérieur d'une région composée essentiellement de pouvoirs militaires qui ont l'avantage d'avoir le temps long. C'est-à-dire, vous avez un Kagame qui est pratiquement plus de 30 ans au pouvoir, l'Ouganda qui a pratiquement la même période d'années au pouvoir, et nous avons une alternance qui fait que nous perdons la mémoire institutionnelle. Ça veut dire que les initiatives qui ont été menées sous le président précédent, Kabila, n'ont peut-être pas été continuées ou enrichies par le nouveau pouvoir, du fait que notre façon d'assumer ou de porter l'alternance ne favorise pas une mémoire institutionnelle claire. Et donc, il y a moyen de recréer à l'intérieur des mécanismes de cohésion pour que déjà la classe politique à l'intérieur parle de saine voix, avant d'aller vers ces dialogues à l'extérieur. Donc tout dépend de la flexibilité du pouvoir politique à initier également, je dirais, une forme de cadre politique à l'intérieur qui permette d'avoir une cohésion des acteurs et une solidarité politique intérieure avant d'aller négocier vis-à-vis de l'extérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement quand vous parlez de mécanisme de cohésion intérieure? Il y a un dialogue, le chef doit appeler tous les acteurs politiques pour avoir une même vision autour de la question? Le problème, c'est que chez nous, lorsqu'on parle de dialogue, les gens voient partage de postes. Prenons un cas assez précis. Il y a des acteurs des ressources locales qui ont travaillé à avoir des sanctions contre le Rwanda en 2013. Ces acteurs existent. Ils sont vivants. Qui sont vivants. Pourquoi on ne les consulte pas? Pourquoi on ne les approche pas? Mais en tant qu'ancien chef d'État, le président Kabila a pris des initiatives qui engagent la République. Pourquoi on ne l'approche pas? L'opinion intérieure aujourd'hui semble de plus en plus abattie, affaiblie. Alors quand vous avez une opinion intérieure qui est faible, eh bien vous ouvrez la porte à l'avancée des rebelles. On a vu par exemple des images à Kirumba ou à Kanyabayonga où on a eu des scènes presque des liesses condamnables de la population. Donc il faut retravailler à remobiliser la population contre l'agression. Mais comment on remobilise si on ne rassemble pas? Il y a des symboliques simples. Imaginez une rencontre Félix Fayoulou, une rencontre Félix Fayoulou Katumbi, une rencontre Félix Fayoulou Katumbi Kabila, pour parler en termes d'unité nationale et de cohésion et de lancer un message fort contre la balkanisation. C'est des symboliques dont le pays a besoin pour remobiliser la population et ne pas donner le sentiment que c'est une guerre uniquement du régime actuel. Ce n'est pas une guerre du régime, c'est une guerre de la République et la République doit rassembler. On a vu par exemple à l'étranger, en France, le président Macron appeler ses prédécesseurs et essayer de discuter. Ce sont des symboliques nécessaires dans ces contextes. Il faut avoir la capacité à dépasser des moments de friction, des moments je dirais des tensions politiques qui sont inhérentes à notre jeu politique intérieur lorsque la patrie est menacée et savoir rassembler. Et c'est le président de prendre l'initiative.